Je me présente, donc Andjouza Youssouf, ingénieure HSE au sein de l'hôpital, l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie. Donc, je vais vous présenter donc, notre démarche TMS, de prévention des risques TMS. Donc, pour information, donc, on a été ciblé par la CRAMIF en 2019 pour mettre en place des mesures de prévention par rapport à la thématique TMS. Donc, les membres de la direction ont été formés à la CRAMIF à piloter la démarche TMS. Et il y a eu 3 ingénieurs HSE qui ont été formés à la CRAMIF également sur la thématique devenir chargés de prévention des TMS. Donc, chaque année, on évalue des postes. Donc, ce sont des postes qui sont ciblés par la médecine du travail. En lien avec les maladies professionnelles et les accidents de travail. Et chaque année, on a ces études de poste-là sont présentées à la commission santé, sécurité et conditions de travail et à la direction, et ainsi qu'aux managers. Donc, je vais vous présenter une vidéo d'une étude de poste d'une aide-soignante et on commentera à la suite. Non, ça prend du temps. Ouais, il n'y a pas le son. Ah, pardon. C'est là. Vous la voyez? Ouais, juste là, non? Ouais, c'est ça. Nous avons équipé la collaboratrice de capteurs de mouvement pour collecter des données liées aux contraintes posturales. Nous allons décrire les tâches que nous avons analysées. L'aide-soignante arrive à 7 heures et reçoit les armoires de livraison d'instruments médicaux désinfectés de la société de stérilisation. Elle procède au déchargement des bacs, allant de 8 à 12 kg, et contrôle les instruments du siège-cadre et de l'Institut Curie. Les instruments médicaux doivent être livrés aux différents blocs opératoires via le monte-charge dédié. Pour cela, elle positionne les bacs sur un chariot de manutention. L'aide-soignante effectue la traçabilité des éléments reçus et archive les données. Elle répète cette tâche pour chaque armoire. Les bacs d'instruments médicaux utilisés par le bloc opératoire sont envoyés via le monte-charge. L'aide-soignante récupère les bacs et contrôle l'état de la pré-désinfection des instruments et procède à un lavage supplémentaire si nécessaire. Elle range les instruments dans des sachets qui sont directement mis dans les bacs. Elle dépose les bacs dans les armoires de livraison pour acheminement vers les prestataires de stérilisation et procède au contrôle de la checklist opératoire. Elle répète cette tâche pour chaque bac. Suite à l'étude de poste, on remarque que les membres les plus sollicités sont la nuque, les épaules et les poignets. L'aide-soignante effectue plusieurs rotations horizontales internes des épaules lorsqu'elle procède au déchargement des bacs. Elle effectue plusieurs flexions et rotations gauche de la nuque lorsqu'elle effectue la traçabilité. Je stoppe juste. En fait, donc vous avez bien vu. Donc en fait, on fait une analyse des postes selon la méthode CRAMIF, et aussi on met en place des capteurs qu'on a acquéris. Donc ce sont des capteurs de captive qu'on met sur le haut du corps du collaborateur, qui permet de calculer les angles et des contraintes posturales de la personne tout au long de son activité. Nous avons mis en place 13 actions TOHE, dont 6 techniques, 4 organisationnelles, 2 liées aux facteurs humains et 1 liée à l'environnement de travail. Le service travaux a réalisé des travaux d'aménagement et de rénovation du CTDM, réduction de la chicane, création de portes et de fenêtres, agrandissement de l'espace de stockage des armoires de livraison. Nous avons mis à disposition un surélévateur pour réduire le port de charge lourde et un écritoire mobile à hauteur variable. Nous avons mis en place une table à hauteur variable, une chaise réglable à hauteur pour effectuer la traçabilité, et des rehausseurs dédiés pour faciliter le rinçage des instruments médicaux, le but étant de réduire la fréquence de flexion du bas du dos. Nous avons mis en place des tapis antipathiques qui permettent de stimuler la circulation sanguine et de réduire les inconforts liés à la position statique. Nous avons automatisé les deux monte-charges afin d'éviter le maintien du coude
pouce sur le bouton de commande. Dans le cadre organisationnel, nous avons procédé à l'ordre et au rangement du local et nous avons intégré une marche en avant par la délimitation stricte des zones propres et sales en accord avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. En accord avec la CAD du bloc, nous avons revu la planification des tâches de l'aide-soignante et le nettoyage des locaux du CTDM est sous-traité aux prestataires italiens. Nous avons fourni un gilet de protection du dos qui permet de maintenir une bonne posture au quotidien sans contraindre les mouvements. Et enfin, l'aide-soignante doit participer à la formation TRAP, gestes et posture, risques chimiques et risques biologiques. Donc, suite à l'analyse et à la recherche de solutions, donc, on a, vous voyez donc les dépenses chiffrées. Comme l'a dit le directeur, donc on a un budget annuel dans le cadre des TMS. Donc là, vous pouvez voir le budget qui a été utilisé dans le cadre de l'étude de poste de l'aide-soignante. Donc on a eu 70 000 € de travaux de rénovation, d'aménagement de poste, comme je vous ai dit sur la vidéo, donc tout ce qui est en lien avec le second jour, parce qu'il y avait une partie qui était en local aveugle. Donc aujourd'hui, c'est un second jour. Au niveau des luminaires, donc aujourd'hui, on est conforme par rapport à la luminosité et toutes les actions avec techniques organisationnelles et humaines. On a eu donc un entretien avec la journaliste de la dépêche AFP qui a fait un interview avec l'aide-soignante et la cadre, donc qui a été relaté sur la dépêche, sur le travail qu'on a effectué au sein du CTDM. Et voilà, donc ce travail-là, c'est en lien avec donc, tous les acteurs de la prévention, comme je vous ai dit ce matin, qui contribuent à la prévention des risques professionnels de l'Institut Curie. Merci beaucoup. Donc, je vais demander à monsieur Jean-Philippe Sabaté, responsable du département prévention des risques professionnels du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Bonjour. Voilà. Donc, il va nous parler de l'apport des aides techniques et outils d'aide pour prévenir les TMS pour les professionnels de santé. Bien, bonjour à tous. Ah oui, excusez-moi. Ok, super. Donc, groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, donc un groupe qui regroupe maintenant 2 établissements, l'hôpital Paris Saint-Joseph dans le 14e arrondissement et l'hôpital Marine-Long au Plessis-Robinson depuis donc 2020, avec principalement une activité de chirurgie cardiaque et thoracique. Voilà, ce qui fait un peu plus de 4500 personnels maintenant, et à peu près un peu moins de 1000 lits, et donc devenu presque le premier ESPIC de France. Alors, si je viens vous voir par rapport à une question qui est assez ouverte, évidemment, de partager un peu le retour d'expérience peut-être sur Saint-Joseph, mais c'est aussi voilà, d'apporter un peu pourquoi on vient aujourd'hui vous voir, et je viens vous voir, plus aussi sur une démarche qui s'est construite dans le temps. Okay, donc c'est une démarche qui s'est construite historiquement depuis près de 20 ans maintenant. Donc on a un peu de recul sur ce qu'on fait, partagé, et en même temps avec à chaque fois des acteurs qui ont toujours accompagné le développement de cette démarche. Donc elle n'est pas propre au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, historiquement porté par la CRAMIF depuis 2004 et jusqu'à pratiquement la fin des années 2010. Et puis en même temps avec d'autres acteurs qui ont été l'association OETH, on est un ESPIC, donc c'est notre collecteur pour le champ du handicap, pendant près de 4 ans sur aussi un partenariat, l'ARS d'Île-de-France pendant aussi près de 5 ans, dans le cadre des CLACT, des contrats locaux d'amélioration sur les conditions de travail sur leur campagne à partir de 2012 pour les établissements sanitaires, l'INRS depuis 2017 et jusqu'à 2021, là plus pour un partage en même temps de pratiques, de connaissances, pour ensuite aussi une intégration dans un dispositif qui a été cité précédemment, qui est le dispositif PRAP, pour en faire une évolution et une intégration en même temps d'une démarche qui va vous être présentée. Donc c'est pour ça que voilà, la réflexion qui va tourner autour des aides techniques n'est pas propre voilà, à Saint-Joseph, plus un partage avec vous, mais qui est une question en même temps que se posent bon nombre de personnes. Outils d'aide, aides techniques, qu'est-ce qu'on en fait
comment les choisir, est-ce que c'est utilisé, pas utilisé, est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher, voilà. Donc des questions en plus à partager avec vous. Alors si on estime évidemment que l'outil d'aide ou l'aide technique est indispensable, sans aucun doute, mais en aucun cas suffisant, et c'est souvent un peu un piège, que les établissements, et on l'a tous un peu testé, d'apporter comme réponse de prévention, on va introduire des aides techniques ou des outils d'aide, et puis ça va solutionner nos problèmes de TMS. Alors ça, on va dire maintenant, le recul, on l'a, ça ne marche pas, ça c'est clair. Ça ne marche pas en tout cas pour les soignants dans le champ de la prévention. Et si c'est la seule approche que l'on a en termes de réponse à la prévention, ce n'est pas parce qu'on va introduire des lève-malades, des tapis de lis ou des verticalisateurs que les TMS chez les soignants vont disparaître. En même temps, c'est partagé dans le monde, globalement. Nous, on le voit, nos résultats ne sont pas bons en termes de sinistralité au niveau France. Au niveau régional, pas beaucoup plus non plus, malheureusement. Mais on va dire que dans le monde non plus, et principalement le retour le plus parlant reste le continent nord-américain, où il y a à peu près une vingtaine d'années, ils avaient pris cette option-là de tout mécaniser dans la relation de soins avec les patients. Et donc, dès qu'un patient, en gros, ne pouvait pas faire son déplacement, c'était intégration automatique d'un outil d'aide à la manutention, obligatoire, porté par l'assureur, qui est privé aux États-Unis, et qui finançait en même temps l'investissement des outils. Donc, pour l'établissement, théoriquement, ça devait être zéro. In fine, ça donne quoi ? Que le secteur d'activité qui produit le plus de TMS à l'heure actuelle sur le continent nord-américain, États-Unis, Canada, c'est le secteur de la santé. Donc ça n'a absolument pas marché. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les soignants n'ont pas du tout adhéré, évidemment, à l'approche. Alors on voit que si en même temps c'est nécessaire, c'est sûrement pas une finalité. Et puis en même temps se pose très souvent la question que l'on a dans les formations, et on mène des formations depuis plus de 20 ans sur le sujet, donc de bon nombre d'établissements, en même temps certains participants à nos formations qui sont présents aussi dans cette salle, se pose toujours cette question, en fin de compte, et là plus ramenée par les directions, de la question de l'utilisation de ces outils. Et je dis bien le mot utilisation. Donc on investit, on achète, et expliquez-nous pourquoi les soignants, en fin de compte, n'utilisent pas. Pourquoi ils n'utilisent pas le lève-malade, pourquoi ils restent au fond du couloir à prendre la poussière. On leur a quand même acheté un super outil, quand même, ils pourraient en faire un peu quelque chose, et pour autant, ils ne le font pas. Et donc se questionne cette utilisation, et avec en même temps, sur se dire, on met énormément d'argent, on fait de l'investissement, et pour autant, il n'y a pas d'adhésion, visiblement, de la part des soignants à l'utilisation de ces outils. Alors c'est là où, en même temps, si on le reprend un petit peu dans la démarche qui a été donc travaillée, puis qui a évolué, je vous le dis, depuis près de 20 ans maintenant, de se dire toujours que si on veut avoir cet élément de réponse en termes de prévention des TMS pour l'activité de soins, donc principalement pour les soignants, on est bien, toujours sur une double démarche. Alors, la démarche prévention est portée par notre assureur, qui est la CRAMIF, et bon nombre, évidemment, d'entre nous, on participe évidemment avec la CRAMIF à cette démarche de prévention, mais en même temps, si on veut aussi qu'elle ait un écho auprès des personnels de santé, auprès aussi des directions, on ne va pas se le cacher, la démarche de soins, en fin de compte, est un élément qui doit s'associer obligatoirement. Donc ce n'est pas simplement une démarche de prévention, c'est bien aussi une démarche de soins, et elle va être intéressante parce que si on veut que nos soignants, qui globalement quand même pas une grande sensibilité à la prévention, c'est un parti un peu intrinsèque de la part des soignants, c'est de pas forcément adhérer à des démarches de prévention, paradoxalement. Par contre, nos soignants sont très friands des démarches de soins et de devoir donner, et quand ils veulent donner, ils veulent donner aussi aux personnes qui prennent en charge. Ils veulent en voir un retour pour ces personnes, leur donne aussi une satisfaction, leur donne un peu de sens même peut-être aussi à leur métier. Et donc, cette partie-là, en fin de compte, est toujours souhaitée. Alors, c'est pour ça que dans l'approche telle qu'on la présente, et si on la présente sous cet angle du soin et de la prévention, et on va mettre plutôt presque le soin en premier, parce qu'on va se rendre compte que dans la construction de cette démarche de soin, donc, on va intégrer complètement la démarche de prévention. Donc, c'est-à-dire qu'on va protéger de façon presque intrinsèque les soignants, et on va voir comment les protéger. Alors, les premiers éléments, en fin de compte, de cette construction de cette démarche de soins, éléments donc, qui ont été travaillés et construits, sont développés dans le temps, a été, en fin de compte, déjà une connaissance du déplacement et du déplacement humain, cette fois-ci, sur ce qu'on appelle le déplacement spontané, et les éléments qui vont constituer le déplacement spontané. Alors certains vont me dire, où ça on connaît, en fin de compte. Alors on connaît, oui, sauf quand on veut les décrire. Et là, dans la littérature, il n'y avait pas grand-chose, la description ne se faisait pas, et en fin de compte, cette connaissance va apporter, en fin de compte, la guidance nécessaire pour la réalisation du soin, et puis en même temps, on va commencer aussi à apporter des éléments pour répondre à la question de départ, de savoir à quel moment je vais peut-être devoir intégrer un outil d'aide à l'évaluation, à l'intégration plutôt dans le soin par rapport à cet outil. Alors, les éléments d'évaluation,
On va l'avoir parce que ça va être aussi intéressant, c'est que si j'ai cette connaissance, ça me fait de l'évaluation au niveau des capacités de la personne qui est prise en charge, aussi bien physique que cognitive. Et puis là, vous allez me dire, bah ouais, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est-à-dire qu'évidemment, si le patient ou le résident peut contribuer à la réalisation de son déplacement, c'est peut-être bien qu'il le fasse. Et là, on voit que très souvent, les soignants sont un peu on-off. Okay, donc c'est soit le patient fait, ben, il fait. Puis dès qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas faire son déplacement, eh ben, alors, on va voir un roulement latéral, un rehaussement, voire un transfert. En fin de compte, on se rend compte que les patients prennent en totalité à leur charge, en fin de compte, le déplacement, voire même à plusieurs soignants pour prendre en charge le déplacement. Je ne vais pas répondre à la dame ou au monsieur. Il y en a qui... Petite connexion pirate. Voilà. Et donc... Non, c'est bon, elle n'est pas revenue. Alors en même temps, c'est intéressant parce que là, souvent, ça aussi, c'est un élément qui est repris dans les services ou dans les EHPAD, par exemple. Voilà, c'est un peu cette quête de la grille, un peu de l'évaluation des capacités. Là, on ne va pas être du tout sur un modèle de grille, on va être plutôt sur de l'action. On réalise le déplacement et on fait son déplacement et on en voit en fin de compte quels sont les éléments qui sont réalisables par le résident ou par le patient et quels sont les éléments de ce déplacement qui sont abolis. Et là va se poser ensuite la question de se dire comment je vais prendre en charge les éléments abolis de ces déplacements, donc pas le déplacement dans sa totalité. Et c'est là que va se poser évidemment la question de l'intégration, cette fois-ci, des aides techniques et des outils d'aide. Alors, si on redonne un peu une définition sur les aides techniques à l'autonomie, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que souvent on emprunte le même terme, en fin de compte, pour ne pas définir exactement les mêmes produits derrière. Okay, donc les aides techniques à l'autonomie sont bien des aides qui vont contribuer à la réalisation du déplacement, cette fois-ci par le patient, et c'est lui-même qu'on assure sa sécurité, contrairement à l'outil d'aide, où là c'est bien le soignant qui a la main sur l'outil et qui assure par contre là la sécurité du soignant. Et puis en même temps, à chaque fois que ces outils d'aide et outils d'aide, enfin donc compensent les éléments constitutifs du déplacement aboli, et ils ne contribuent à ne pas exposer le personnel à un port de charge, alors évidemment délétère pour sa santé. Alors pourquoi on le rajoute? Parce que le mot délétère pour sa santé à port de charge, parce qu'en fin de compte, on ne voulait pas tomber dans le travers nord-américain d'aller dire on supprime complètement le port de charge. Okay, donc aux États-Unis, la tolérance est 0 g, ou c'était 0 g. Là, parce que aussi les modèles ont évolué pour eux, là c'est plutôt de se dire, voilà, j'ai le droit par exemple de prendre une main dans ma main, okay, donc j'ai le droit de toucher mon patient, j'ai le droit même de porter une partie de son corps, du moment que le poids de cette partie du corps ne sera pas délétère pour ma propre santé. Et là, je le ramène aussi à ma santé, à moi. Et on sait que malheureusement, nos soignants ne sont pas tous avec des capacités physiques optimum. Et pour autant, on a besoin d'eux aujourd'hui dans les services. Et ça, c'est plutôt l'approche qu'on a eue dans la démarche avec OETH qui nous a permis, en fin de compte, d'être encore plus exigeants et de se dire, mais si j'ai des personnels en restriction, voire, alors, pour certains peut-être même classés pour le moment peut-être en inaptitude, est-ce que pour autant ils pourraient néanmoins continuer à faire de la manutention de patients, sachant que pour les métiers de soins, c'est souvent mis en numéro 1 comme étant les tâches les plus pénibles ou celles qui exposent le plus au port de charge, ce qui est une vérité. Okay, quand on voit qu'une aide-soignante essaye d'aller porter un patient de 80 kg dans ses bras, il n'y a bien que l'aide-soignante qui essaye. Okay, il n'y a pas un seul manutentionnaire sur une plateforme logistique qui va essayer de s'amuser à porter un carton de 80 kg. Okay, ben nous, par contre, dans la santé, ça ne nous gêne pas. Et l'aide-soignante, elle va essayer. Alors, la charge lourde pour une aide-soignante, on se le rappelle, c'est toujours 100 kg. Jusqu'à 100 kg, elle ne se pose pas trop de questions, elle essaye. Après 100 kg, elle dit quand même, le patient, il est lourd. Ah, bon, on peut dire, bah oui, soit, c'est vrai. Bon, alors là, la tolérance, on va la diminuer, ok. On ne va même pas aller chercher les patients lourds, mais on va voir évidemment l'impact que ça peut avoir, parce que c'est vrai que des outils d'aide, par exemple, à la manutention, sont liés simplement au poids du patient. Okay, on prend typiquement les malades, okay, c'est pour des patients lourds et obèses. Bon, les patients lourds obèses, oui, il y a des patients qui peuvent faire 150 kg dans un lit et les amener au fauteuil. Est-ce que pour autant, ça doit être automatiquement qu'elle est malade? Ben là, en fin de compte, on le saura simplement cette fois-ci quand on aura fait cette évaluation de ses capacités pour pouvoir cette fois-ci continuer ou se dire en tout cas on va justifier l'intégration de cet outil. Et c'est vrai qu'on voit que dans les confusions souvent qu'il peut y avoir, dans les outils d'aide à la manutention, par exemple en train, verticalisateur ou un lève-malade, on voit qu'il y a souvent une confusion, en fin de compte, où je ne sais pas trop bien lequel je devrais utiliser. Okay, et pourquoi? Ben parce que dans l'évaluation des capacités et de l'ensemble des éléments qui constituent le déplacement, je n'ai pas ma réponse, entre guillemets. Et donc, il va falloir l'apporter, cette réponse. Et là, comment on va l'apporter? Par le biais de la formation. Et une formation en même temps qui va avoir comme finalité de construire surtout une pratique professionnelle, individuelle et collective,
parce que là aussi, on sait que dans notre secteur, si on veut que les soignants adhèrent dans un service, il n'y a pas qu'une approche individuelle qui est nécessaire, mais c'est bien une approche aussi collective, partagée, comme un vrai projet de soins porté par le service, et de se dire, OK, on y va tous. Ce qui veut dire aussi en implicite que pour former, il va falloir former tout le monde, parce que sinon, s'il n'y en a que la moitié ou un petit groupe qui est formé, collectivement, on risque de ne pas forcément adhérer. Et puis, dans la formation, on va avoir cet objectif de l'intégration des outils d'aide, ou des aides techniques, et en complément de la formation à l'utilisation. Et là, très souvent, c'est un piège aussi, c'est que quand on introduit un outil d'aide, on regarde le classique Notre Lève Malade par exemple, le commercial, souvent voilà, qui fait très très bien la démarche, en tout cas d'introduction de cet outil dans le service, va faire en même temps une formation à l'utilisation de l'outil. Et très souvent, c'est un peu le piège pour nous, parce qu'on estime que les soignants, c'est suffisant pour qu'ils comprennent le sens de cet outil et comment l'intégrer dans le soin. Et c'est là le piège, c'est que cette formation elle est bien nécessaire. Oui, je dois savoir utiliser un outil, sinon ça ne marche pas. Je dois savoir à quoi servent les boutons, la batterie, et ainsi de suite. Donc j'ai bien un quart d'heure de formation à faire dans le service à comment, évidemment, utiliser cet outil. Mais par contre, ça ne me dit toujours pas à quel moment et comment je dois l'intégrer dans le soin. Okay, donc je peux être très bon sur techniquement comment utiliser l'outil, mais je ne sais toujours pas à quel moment, en fin de compte, je devrais réellement l'intégrer dans le soin. Donc c'est pour ça que les deux formations sont nécessaires et elles sont en même temps complémentaires. On va passer par le plan B. Alors même le plan B, si le plan B... Non, j'ai dû louper une vignette. Ouais, voilà, super, excuse-moi. Ok, alors, dans les outils d'aide et les aides techniques, un petit peu les incontournables, pour les lister un petit peu, ceux sur lesquels, en fin de compte, on fait souvent un focus, soit à la demande des stagiaires ou des directions. Alors, le lit médicalisé, et on se rappelle tous, en fin de compte, que le lit, c'est pas le lit qu'on a chez soi, on est bien d'accord, et il a 3 missions, notre lit, dans un établissement sanitaire ou médico-social, c'est de dormir. Alors, c'est assez basique, mais il faut être sûr qu'on soit à l'horizontale pour dormir. Donc les lits où on n'est pas garanti de l'horizontale, c'est compliqué, parce que le patient ne dormira pas bien. On doit pouvoir se reposer. Okay, donc notre lit doit offrir, en fin de compte, dans ses fonctionnalités, la possibilité d'avoir une position dite un peu transat, qui est du vrai confort, et ça me permet de me reposer. J'espère que vous en bénéficierez cet été sur la plage. Donc choisissez bien votre transat. Voilà, évitez le transat tout plat, parce que celui-là, vous allez voir que ce n'est pas très agréable. Préférez celui où il y a des petites courbures, voilà, comme dans un lit médicalisé. Et puis, la dernière fonction d'un lit médicalisé, c'est de manger. Okay, et là, pour manger, en fin de compte, c'est un transat, où là, je vais pouvoir, ensuite, par une bascule, amener mon lit en position, donc fauteuil, classiquement, qui est la position, avec donc une proclive. Voilà, donc ça, le lit, c'est pour ça que là, dans les incontournables, c'est plutôt les choix et les critères de choix, cette fois-ci, en termes de fonctionnalité dans les lits, sur lesquels on va pouvoir se poser la question. Le fauteuil de chambre, alors, grand questionnement en ce moment, de savoir est-ce que les fauteuils de chambre contribuent ou pas à se lever et à s'asseoir. Alors si on regarde le marché, ce qui existe aujourd'hui sur le marché en termes d'équipement, on se rend compte que dans la grande majorité des fauteuils que l'on met à disposition des patients ou des résidents, malheureusement, ils ne respectent pas le déplacement spontané, donc en gros ne contribuent pas au fait de pouvoir se lever et de s'asseoir. Voire même pour certains, on rend impossible le déplacement. Donc là, il y a une vraie question à avoir, cette fois-ci, sur le choix de l'équipement, et sur le choix du fauteuil, de se dire, voilà, est-ce qu'il contribue ou pas à se lever et à s'asseoir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que pour nous, derrière, ça va être sollicitation d'un temps bonhomme. Le temps bonhomme, ça s'appelle un soignant qui va devoir venir aider, dans ce cas-là, au redressement, le résident ou le patient, et la même chose quand il va vouloir s'asseoir. Voilà, le prix de l'aide-soignante, c'est à peu près 50 centimes la minute. Voilà, donc vous imaginez le temps passé par une aide-soignante à faire un soin, qui pourrait être fait simplement par le patient lui-même si on lui mettait à disposition un équipement qui lui permettrait de le faire. Tous les déplacements horizontaux, et donc là on est plutôt sur de la surface glissante aujourd'hui, voilà, donc que ça soit dans le lit ou que ça soit sur du coucher-coucher, des draps de lisse, donc là aussi pareil, aujourd'hui sur le marché il y a quand même pléthore de choix, et en même temps pas tous avec la même qualité, ça c'est clair. On a quand même des draps de lisse qui ne glissent pas, il faut quand même aussi le savoir. Voilà. Ça existe, ça se vend, c'est pas forcément les moins chers en plus. Donc voilà, ne vous fiez surtout pas au prix par rapport à ce sujet-là. Tout ce qui est planche de transfert qui existe aussi, demi-corps, corps entier, qui sont anciens, et là pareil, attention, ça glisse plus ou moins bien aussi. Et puis un équipement qui avait été introduit par l'ARS en 2012, qui est donc les matelas gonflables sur coussin d'air, dit dispositif AirPal.
là, qui permettent de faire passer des patients, voilà, soit avec des poids très très importants, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à 550 kg, donc en théorie, parce qu'on n'a quand même pas de patients à ce poids-là pour le moment en France, mais facilement des 200-250 kg qu'on peut manipuler facilement dans le cadre du déplacement. Et puis aussi sur une autre catégorie de patients qui étaient tous les patients très algiques, très douloureux, hein, pour éviter voilà, qu'ils aient mal, parce que là on les amène sur un confort voilà, du coussin d'air et non plus voilà, forcément de la planche qui est un petit peu dure et qui peut faire mal. Tous les déplacements avec passage en position debout sans portage, donc ça c'est le verticalisateur, donc on ne se trompe pas sur cet outil, okay, le verticalisateur c'est tous les patients qui tiennent debout. Voilà, donc ça veut dire quand même qu'on a été en capacité d'évaluer avant que dans le lit, hein, on est capable de prédire que le patient peut tenir sur ses jambes, ou au moins on est plutôt capable de prédire qu'il risque de ne pas pouvoir tenir sur ses jambes. Aujourd'hui, en fin de compte, ce que fait le soignant, il fait plutôt l'inverse, hein. Le soignant, il met le patient debout, puis il voit s'il tient debout. Alors quand il a des grands doutes, il appelle sa collègue, il vient avec moi parce que je ne le sens pas trop bien, hein, voilà, donc on va essayer de mettre debout, si c'est un peu château branlant, on voit si on continue ou si on fait marche arrière. Et là, on se dit c'est la loterie. Voilà. Alors la loterie aussi, après on est encore doublement gagnant, parce qu'on a de grandes particularités en France, il faut le savoir, et entre autres, une des particularités purement françaises, c'est quand le patient s'affaisse, l'affaissement brutal du client, comme diraient nos amis québécois, eh ben, la réaction du soignant français, et non pas cette fois-ci québécois, c'est qu'il essaye de retenir tous les patients qui sont en train de s'affaisser. Voilà, donc il n'y a pas grand monde hein, dans le monde qui joue à ce petit jeu-là, il y a principalement les Français. Alors vous allez me dire, les autres, ils font quoi ? Ils ne laissent pas tomber les patients non plus, hein, on est d'accord ? Ce n'est pas la consigne que je vous transmets, okay, mais on va accompagner, cette fois-ci, le patient dans sa chute, pour sécuriser le fait qu'il soit au sol. Et quand il est arrivé au sol, il ne tombera pas plus bas. Et là, on sait faire, et on verra après comment aller le récupérer. Mais on a des grandes particularités françaises, voilà, et celles-ci, on joue au risque. Voilà, donc 90 kilos hein, qui se mettent en mouvement, n'essayez pas de me retenir. Hein, voilà, en tout cas, accompagnez-moi au sol, et ça sera parfait. Et on arrivera en pleine forme l'un et l'autre. Mais ce qui veut dire qu'évidemment, ça, si je ne connais pas le test à réaliser dans le lit préalablement, eh ben, nos soignants, pour le moment, ne savent pas faire cette évaluation. Donc, ils sont incapables de savoir si, en gros, ils doivent utiliser ou intégrer un lève-personne ou un verticalisateur. Alors, le verticalisateur, dans ce cas-là, il sert à quoi ? Il sert simplement à sécuriser le déplacement. Okay, c'est de façon prédictive, le patient peut soutenir le poids de son corps sur ses jambes, mais à tout moment, il peut s'affaisser dans son déplacement. Et là, pour sécuriser son déplacement, si ça s'affaisse, c'est le verticalisateur qui va récupérer la chute. Okay, mais donc, c'est très précis. Donc, c'est l'outil qui est vraiment l'un des plus compliqués en fin de compte, à intégrer dans le soin pour des soignants, parce que ça nécessite de faire énormément d'évaluation avant de son utilisation. Et là, je dis bien le mot utilisation, parce que souvent, il est utilisé que comme ça, voire confondu avec un lève-personne. Et là, le lève-personne, en fin de compte, sa porte d'entrée, ce n'est pas le patient grabataire, en surpoids, l'obèse ou ainsi de suite, c'est tous les patients dont on sait de façon prédictive, parce qu'on a fait une évaluation dans le lit, dont on sait qu'ils ne tiendront pas et qu'ils ne soutiendront pas le poids de leur corps sur leurs jambes. Okay, donc ça peut être en gros monsieur tout le monde dans son lit, okay, qui est capable de se tourner dans son lit, qui est capable peut-être de se rehausser même dans son lit, mais par contre qui n'est pas capable de soutenir le poids de son corps sur ses jambes, et bien là, ça veut dire intégration d'un outil qui va s'appeler le lève-malade. Ce qui n'est pas dans la représentation en même temps très souvent de nos soignants. Okay, quand on a une vision, je vous dis voilà, qui est plutôt le grabataire et les obèses. À part cela, personne ne doit aller dans des lève-personnes. Okay, et donc en même temps, non, la réponse, ça ne se fait pas à ce niveau-là. Alors, ce qui veut dire que là aussi, ça questionne par rapport à ces outils, parce que c'est-à-dire qu'il en faut quand même pas mal, différents types, et puis en même temps, pourquoi ? Parce qu'on voit que par rapport à un même rehaussement, je peux être amené, en fin de compte, à utiliser soit des aides techniques, soit des outils d'aide, qui peuvent être différents. Je prends le rehaussement dans le lit, par exemple, je peux utiliser une potence dans le lit, c'est le truc, généralement, personne ne sait à quoi ça sert, voilà. Donc je vous rassure, ils ne savent pas, c'est... Petit retour d'expérience quand même sur 4500 stagiaires, c'est un peu qui sont passés à peu près dans notre centre ressources, peut-être même presque 5000 maintenant. Jusqu'à présent, on a rencontré une stagiaire qui connaissait les 3 points de réglage d'une poignée de traction, ou est-ce qu'il y en a déjà 3, donc, voilà, pour votre information, et qui en même temps était capable de nous dire, en fin de compte, à quoi ou qu'est-ce que permettait en fin de compte de substituer cette poignée de traction dans quel élément aboli, dans le cadre de quel déplacement. Alors le déplacement, je vous aide, c'est le rehaussement dans le lit. Par contre, quel est l'élément aboli de ce déplacement qui va justifier l'intégration, cette fois-ci d'une potence, okay, donc pas dans la potence de se pendre,
Voilà. Okay. Donc, elle a un petit élément pour savoir si vos soignants, par exemple, maîtrisent ou pas le sujet. Vous passez dans un service, vous regardez simplement au niveau des chambres, pour ceux qui ont une potence et une poignée de traction. Si vous voyez la poignée de traction à l'extrémité du cadre de la potence, voire même des fois des concepteurs qui vous mettent 2 butées, histoire de bien dire que c'est au bout. Bon, ceux qui ne savent pas du tout, donc celle-là, enlevez le cadre, enlevez la potence, enlevez tout, on ferait des économies, ou alors les a carrément d'enrouler au-dessus, comme ça au moins c'est pratique, on n'ira pas les chercher. Ce qui montre en même temps qu'attention, c'est pas que le soignant n'a pas envie cette fois-ci, c'est qu'il n'en a pas la connaissance, et que la connaissance ne lui est pas transmise. Dès que la connaissance lui est transmise, évidemment, tout de suite, il réagit différemment. Voilà, donc là, je vous l'ai remis un petit peu sur différents soins de manutention ou déplacements qui sont réalisés. C'est-à-dire qu'attention, à chaque fois, il peut y avoir nécessité pour vous d'avoir à disposition plusieurs aides techniques. Une planche de transfert, par exemple, c'est bien une aide technique pour le transfert du lit au fauteuil, mais en même temps, pour le même déplacement, je pourrais avoir besoin d'un verticalisateur ou d'un lève-malade, ou en fonction de ces différents choix. Donc pareil, de ne pas attribuer un outil à un type de déplacement. Okay, il faut garder en tête qu'un outil ou une aide technique peut être contribué dans plusieurs types de déplacements. Les facteurs de réussite, en même temps, sur l'intégration des aides techniques et des outils d'aide. Alors évidemment, il y a le choix quand même du produit, parce que sur le marché, on est quand même inondé dans les produits. Tous ne se valent pas, ça c'est clair. Sans aucun doute, un peu une demande qui est récurrente, mais aussi bien de l'institution prévention que des établissements, ça serait aussi d'avoir, malgré la tentative de plusieurs guides qui ont été faits, et entre autres par la CRAMIF, qui permettent déjà d'éclairer, mais ce serait de se dire, voilà, éclairez-nous un petit peu dans ce marché qui est très conséquent, de se dire, voilà, vers quel type un peu d'outils aller, parce qu'il y en a, objectivement aussi, attention, qui sont dangereux. Okay, donc vous avez quand même des malades du verticalisateur, entre autres pour parler de Turque 2 par exemple, ou des lits médicalisés, vous les oubliez surtout. Okay, là, on fait une grande prise de risque dans l'évaluation des risques, là. Ceux-là, on peut les mettre en rouge tout de suite, parce qu'on sait qu'au contraire, ils vont produire des incidents, des événements graves, voire très graves dans la prise en charge de nos patients ou pour les soignants qui vont les manipuler. La quantité des dispositifs, donc l'appareil, quand on voit souvent, on investit dans un drap de lisse, par exemple, dans un service. Alors c'est sûr que si le drap de lisse, on le trouve dans le chariot de soins de l'aide-soignante et qui sert à 25 patients, là, je peux vous dire qu'il servira à zéro, voilà, vous oubliez. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, à un moment donné, des quantités à devoir un peu respecter. On parle, par exemple, pour les surfaces glissantes, quand on estime que voilà, ça fait partie de la prise en charge du patient, de lui mettre à disposition une surface glissante pour son déplacement. Cette fois-ci, voilà, c'est bien un dispositif qui est lié à un patient pendant la durée de sa prise en charge, et donc il reste bien dans sa chambre. Voilà, donc si malheureusement j'ai 30 lits et qu'il y a 30 patients qui en ont besoin, c'est que j'ai un stock de 30 tapis. Sinon, c'est-à-dire que le clair, voilà, ça ne soit pas respecté, voire c'est des infections derrière, donc c'est un petit peu compliqué. Les formations à l'ensemble du personnel, donc c'est bien 100% de notre personnel qui doit être formé. C'est vrai que pareil, si on n'en forme pas la totalité, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, les pratiques existantes vont perdurer. Et dans les pratiques existantes, qu'est-ce que l'on retrouve aujourd'hui comme démarche dominante? Ça reste des formations dites de type geste et posture, à comment apprendre à porter un patient. Malheureusement, c'est encore ce qui est enseigné en grande partie dans les formations initiales. Là, toute la démarche, au contraire, c'est de se dire aujourd'hui, oui, on est capable de faire de la manutention de patients sans aucune exposition à du port de charge. Là, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité et ça peut se faire aujourd'hui, repris en même temps par l'INRS dans les formations PRAP 2S aujourd'hui, avec la mention ALM, accompagner la mobilité. Donc on est capable aujourd'hui de faire de la manutention de patients sans exposition au port de charge. Ça nous simplifie le document unique, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. On parlait de comment supprimer le danger. Dans la manutention de patients, nous, le danger, c'est le patient, donc on va essayer de ne pas le supprimer tout de suite. On en a encore un peu besoin quand même. Le résident, non, on a envie de garder un peu nos parents et grands-parents, donc non, pas vraiment. Par contre, on est capable aujourd'hui de ne pas exposer le soignant. Et ça, il faut en partir avec une vraie certitude, c'est qu'aujourd'hui, la démarche permet réellement de pouvoir faire de la manutention sans exposer. L'accompagnement des professionnels et des bénéficiaires par une personne ressource experte et on a envie de dire même presque interne. C'est des démarches qui sont classiquement proposées entre autres par l'INRS. C'est bien d'avoir cette compétence en interne que l'on forme pour aller évidemment dans un axe de formation. Mais là pareil, la formation, comme pour l'outil, ça ne fait pas la finalité. Il y a aussi tout cet accompagnement à faire au quotidien dans les prises en charge auprès directement des personnels.
Ce qui veut dire qu'aussi, on va redonner ce fameux sens, cette quête de sens qu'on redonne, et aujourd'hui on l'a à toutes les sauces, et ben on va dire que oui, ça nous va bien en même temps de se dire que la manutention des patients, c'est plus véhiculé comme étant le docker au port du Havre, même si j'ai beaucoup de respect pour les dockers au port du Havre, bien évidemment, mais que les soignants peuvent aussi faire de la manutention, cette fois-ci, dans le cadre d'un soin. On rappelle que c'est les bases du soin infirmier, même le 4e des principes de Virginie Anderson, c'était se mobiliser. Et déjà, il y a plus d'un siècle et demi, elle disait quand même que la manutention, ce n'était pas obligé de se faire en portant les patients. Donc, là aussi, ça doit être pris en compte. Et quand on présente en tout cas cette approche auprès des personnels dans un établissement de santé, tout de suite leur regard change. Et la manutention, classiquement, on essaie de fuir. L'infirmière, si elle peut la donner à l'aide-soignante, on est content. Si l'aide-soignante peut redonner ça en plus à l'étudiant qui vient faire un stage, comme ça, tu apprendras. Voilà. Il apprendra surtout à avoir très mal au dos à la fin de son stage. Voilà. Là, cette fois-ci, je reprends en même temps à mon compte cette tâche. Et alors, les freins et les croyances, pour les soignants, on va dire que le premier frein, classiquement, ça va être le temps. La question de l'outil d'aide. Dans le pas utilisé, quand on dit mais pourquoi un soignant tu l'utilises pas, j'ai pas le temps. Alors le j'ai pas le temps, ils ont le temps. Un soignant a toujours le temps du soin, ça il n'y a pas de souci. L'infirmière prend toujours le temps nécessaire pour faire votre prise de sang. L'aide-soignante prend toujours le temps nécessaire pour faire la toilette d'un patient. Si on le remet dans la dimension du soin, un soignant a toujours le temps de son soin. Et là-dessus, il ne compte pas en temps. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire que là, si vous dites qu'il n'a pas le temps, c'est que cette manutention, il ne la voit pas comme un soin. Il la voit comme une tâche pénible que je n'ai pas envie de faire et que j'essaye de coller à d'autres. Donc, je n'ai pas le temps. Non, moi je dis que je n'ai pas le temps. T'as qu'à le faire. Si tu me dis que j'ai le temps, t'as qu'à aller le faire, mais moi je n'ai pas le temps. Donc on voit que la notion du temps, dès que vous la remettez dans une dimension du soin, pour des stagiaires ici présents, c'est souvent une question tout de suite qui mettent en avant ou qui nous renvoient, c'est on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. À la fin de la formation, généralement, la question du temps, elle a disparu. Si elle disparaît pour vos soignants, entre guillemets, ça veut dire que oui, on est rentré dans la dimension du soin. Donc celui-ci, il disparaît. Dans les freins et les croyances, pareil, il y a le financement. Parce que si le soignant dit qu'il n'a pas le temps, généralement, les soignants nous disent que les directions répondent qu'ils n'ont pas d'argent. Je ne dis pas que vous êtes tous des directions. Et là, je fais la même réponse. Les directions ont toujours de l'argent. Il faut juste choisir dans quel projet j'ai envie d'investir. Et là, ce qu'on dit à nos personnes ressources, référents prévention ou autres, dans les établissements, ou conseillers prévention, ou carrément des responsables prévention, c'est de dire, maintenant, comment je vais arriver à convaincre, cette fois-ci, ma direction, de l'intérêt, bien évidemment, à investir dans cette démarche. Et il faut que tout le monde soit gagnant dans l'affaire. Et quand on dit que tout le monde soit gagnant, on peut le montrer dans cette démarche. On en voit un vrai bénéfice pour la personne qui est prise en charge. Ça, aujourd'hui, c'est plutôt bien de montrer, quand je suis en EHPAD, qu'on est respectueux du résident. Ça évite de passer aux 20h le soir. Donc, généralement, ils accrochent assez facilement, parce qu'en même temps, c'est quelque chose de concret, quelque chose qu'ils vont pouvoir tester, c'est quelque chose de visible pour eux. Et donc, là-dessus, ils adhèrent assez vite et comprennent vite le bénéfice qu'ils peuvent en avoir. Si en plus, on leur rajoute que pour les soignants, il n'y a pas d'impact en termes de risque pro, que voir peut-être que l'aide-soignante qui se plaint tout le temps qu'elle a mal au dos, parce que c'est lourd de porter les patients. Pas de souci, madame. À partir de demain, vous pouvez refaire de la manutention. Alors souvent, un peu dans la symbolique, on utilise 2 doigts. C'était la demande de OTH, de l'association OTH, Obligation Emploi sur les Travailleurs Handicapés. C'est de se dire, si on pouvait faire de la manutention qu'avec la force de 2 doigts, ça nous irait bien. Donc, pour ceux qui ont suivi la formation que l'on dispense, vous verrez qu'à chaque fois, toute la manutention des patients se fait à la force de 2 doigts. Donc on se dit que 2 doigts, ça doit être acceptable. Là, vous avez mal au dos, vous avez encore 2 doigts, peut-être demain, même ça fait 4 doigts. Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, faire de la manutention de patients sans vous exposer. Certains ont peut-être un doute, mais dans la formation de 13 jours que l'on fait, très souvent, on a eu des stagiaires, parce que oui, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de certificat médical de demander, et cette formation, pour moitié, probablement, est construite que sur de la pratique. Donc là, ce n'est pas un truc, on est assis, on regarde des diaporamas, on est sur de la pratique et on fait de la manutention. Par contre, on ne demande pas de prérequis en termes d'évaluation de l'état de santé du participant. Et donc, il y a des participants qui sont arrivés avec des restrictions fortes, voire des situations de handicap, et qui ne l'ont pas dit. Et ils ont dit, on a attendu jusqu'au 13e jour. Parce qu'on était sûr que durant les 13 jours, vous allez à un moment donné faire en sorte qu'on allait se retrouver bloqué dans l'impossibilité de faire ce que vous allez demander, parce que physiquement, on ne peut pas le faire. Et donc, on a attendu. Alors, certains nous l'ont dit au tout début de la formation.
D'autres ont attendu le 13e jour. Okay, et là, ça a été de se dire, OK, on a pu le faire. Et le dernier exemple pour finir, ça reste une étudiante et soignante quand on faisait les formations initiales, valider leur ex-10 module 4, il n'y a pas si longtemps que ça. Pour les aides-soignantes, elles viennent voir à la fin de la formation, ou de la semaine, à la fin de la semaine, voilà, elle a validé sa formation. Ça. Puis elle vient nous voir, nous remercier en tant que formateur. Elle dit, je vous remercie, formateur, parce que je pensais que vous alliez me récuser en début de semaine. Ah, on dit, on a loupé quelque chose. Pourquoi on aurait dû vous récuser? Elle me dit, vu mon état, oula, on a loupé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a loupé? Ah, alors, puis elle baisse la tête, puis on regarde. Ah oui, c'est vrai, ça se voyait un peu quand même, oui, même un peu beaucoup. Elle dit, j'étais persuadé, quoi, là, elle était à plus de 6 mois, près de 7 mois de grossesse. Elle dit, j'étais persuadé, parce que là, c'était que de la pratique. Hein. Module 4, aide-soignant, c'est dit module 10, ergonomie. En gros, c'est de la manutention de personnes. Et elle dit, j'ai été persuadé qu'évidemment, je n'allais pas pouvoir faire, quoi. Vous allez me dire, stop, vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas faire, quoi. Ce qui est souvent pris comme prétexte, entre guillemets, ou prétexte, ou comme cause, on ne va pas dire un prétexte, mais vraiment pas le mot juste, mais comme cause, peut-être, voilà, pour certaines personnes et personnels soignants d'être arrêtés, peut-être des fois, voilà, pour des raisons médicales, et tout à fait justifiées, bien évidemment, mais en tout cas, la grossesse aussi peut permettre de continuer, en fin de compte, à travailler, et ce qui a été le cas montré par cette étudiante. Je vois que Stéphane s'est levé, donc...